Bonjour et bienvenue à tous. Donc cette année, nous allons essayer de travailler dans le cadre du séminaire, comme nous le faisons dans le cadre du cours, sur la question des vertus épistémiques. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu plus longuement, et les autres séances, si vous avez regardé le programme sur le site de la chaire, se dérouleront avec justement plusieurs conférenciers, dont un aujourd'hui d'ailleurs me fait l'amitié et l'honneur d'être déjà là, Roger Pouivet, qui parlera, c'est dans 3 semaines je crois, Roger, c'est 15 jours, pardon. Voilà. Donc nous aurons la semaine prochaine un exposé du professeur Stelios Virvidakis de l'Université d'Athènes, donc Roger Pouivet de l'Université de Nancy, ensuite Ernest Sosa de l'Université Rutgers. Je signale, ce sera la seule conférence qui sera en anglais. Donc pour ceux d'entre vous qui sont quelquefois un peu gênés par le fait que les conférences se passent un peu trop en langue anglaise, il n'y en aura qu'une. En même temps, j'espère que vous ferez l'effort, pour ceux d'entre vous qui ont un petit peu des difficultés avec l'anglais, d'être là, parce que ce sera une conférence tout à fait exceptionnelle aussi. Ernest Sosa est certainement un de nos grands philosophes contemporains, et sur la question justement qui nous occupe cette année, il a énormément de choses importantes et de premier plan à dire. Voilà. Donc, nous reparlerons plus avant dans les prochaines séances de chacune d'entre elles. Je voudrais donc, dans cette séance introductive aujourd'hui, essayer d'aborder la question des relations entre les vertus épistémiques et les émotions. Alors, dans leur excellente introduction au volume qui avait paru en 2008, Epistemology and Emotion, qui se veut être un état de l'art sur les questions qui font l'objet des plus récentes discussions sur la possible pertinence des émotions en épistémologie, Georg Brun et Dominique Kuenzle prennent acte de l'évolution qui s'est produite dans le domaine de l'épistémologie contemporaine et que j'ai commencé donc à évoquer un petit peu brièvement tout à l'heure dans notre premier cours. Ils montrent que la prise en compte en épistémologie des émotions est certes liée aux travaux récents issus de l'épistémologie des vertus, mais qu'elle est aussi liée de façon plus générale à la mise en évidence de certaines problématiques de la part de ceux qui se sont attachés à nous éclairer sur la nature et sur le rôle que peuvent jouer nos émotions dans toutes sortes d'évaluations, conduites et entreprises intellectuelles. À quoi il convient d'ajouter que la réflexion s'est également nourrie de l'apport considérable qu'auront constitué les recherches menées de tous bords sur la nature des émotions elles-mêmes. Il suffit de jeter un coup d'œil au Handbook for the Philosophy of Emotions, dirigé par Peter Goldie chez Oxford University Press, pour mesurer l'amplitude du champ d'investigation, dont vous avez d'ailleurs pu sans doute vous faire déjà une petite idée si vous avez assisté au colloque que nous avons organisé en janvier sur les quasi-émotions dans la fiction, dont vous retrouverez les vidéos en ligne sur le site de la chaire. Cette conjonction d'intérêts explique que la philosophie contemporaine de la connaissance s'empare, ou devrais-je dire avoir l'imprudence ou l'audace, vous en jugerez, de dire, doivent s'emparer de la question de savoir si les émotions sont bel et bien impliquées dans des processus épistémiques. S'interroger sur la nature exacte du rôle qu'elles peuvent jouer, s'agissant de la question normative de savoir, ce qui compte en matière de croyances justifiées et de connaissances. Si l'on peut à bon droit assigner donc aux émotions des fonctions épistémiques, si oui lesquelles, et à tout le moins s'il y a par exemple certaines émotions qui, mieux que d'autres, rempliraient avantageusement cet office.
Donc, en évoquant aujourd'hui avec vous la question des relations entre les émotions et les vertus épistémiques, je voudrais montrer que si l'épistémologie dévertue par l'éclairage original et très riche qu'elle nous offre, de ce en quoi peuvent consister des vertus, est certes très importante pour réfléchir à cette question, elle n'épuise pas du tout, en tout cas à mon avis, celle plus générale de savoir ce que peut avoir d'intrinsèquement vertueux, épistémiquement, le fait de prendre en compte, dans nombre de nos activités, que l'on peut à bon droit tenir pour épistémiques, les émotions. C'est donc par là que je voudrais commencer. Et tout d'abord en rappelant, si vous le voulez bien, les principales raisons, au fond, pour lesquelles les émotions n'ont guère eu bonne presse, jusqu'à une date récente, en épistémologie. Partons d'abord de ce constat. Quiconque a eu maille à partir avec une activité un tant soit peu intellectuelle ou épistémique, sait à quel point les émotions sont partie prenante d'une telle entreprise que viennent s'y mêler tour à tour curiosité, doute, mais aussi surprise, frustration de voir que des recherches pour lesquelles on s'est donné un mal de chien ne mènent à rien, ou à l'inverse provoquent une joie intense, voire de l'exaltation, lorsque nous vient à l'esprit telle ou telle hypothèse, ou plus encore lorsque nous voyons que celle-ci semble corroborée. Nous savons tous aussi que nos entreprises peuvent être à l'origine d'émotions moins nobles, comme la jalousie que nous pouvons ressentir à voir que d'autres, que nous jugeons moins talentueux que nous, récoltent toutes les récompenses, ou encore comme le dégoût que nous inspirent les menées de tel ou tel dont nous savons qu'il a triché en manipulant ses résultats, qu'il a bidouillé une expérience, frôlé le plagiat en pratiquant savamment le copier-coller, omis de citer, sinon sur un point de mineure importance, un autre chercheur auquel il a emprunté la majorité des idées. Bref, autant d'émotions présentes à différents endroits, à différents moments de notre vie épistémique. Après tout, Quine ne disait-il pas que même s'il faut prendre cette réflexion, et même s'il faut prendre cette réflexion cum grano salis, que la façon dont Goodman a résolu la nouvelle énigme de l'induction était étroitement liée à un sentiment de simplicité, ou encore que le choix que l'on pouvait faire en philosophie pour le nominalisme ou pour le réalisme était attribuable à un goût prononcé, soit dans un cas pour les paysages désertiques, soit dans l'autre pour les jungles mainongiennes. Mais sans doute s'agit-il là, ne manquera-t-on pas d'objecter, d'émotions qui ont surtout trait au domaine de l'enquête plutôt qu'au contenu, à proprement parler, des croyances dont, du moins dans l'épistémologie traditionnelle, nous avons principalement à nous occuper, si nous voulons examiner la manière dont celles-ci sont ou non vraies et justifiées. Et c'est du reste principalement pour cette raison que les émotions n'ont guère retenu l'attention, si ce n'est de manière négative, au sens où le plus souvent on y a d'abord vu un obstacle, n'est-ce pas, une entrave à la connaissance. Mais plus précisément, pourquoi ? Et bien, je pense d'abord, comme le rappellent tout à fait justement Brun et Quentzle, parce que l'épistémologie s'est toujours entendue moins comme une discipline descriptive ou empirique, n'est-ce pas, où il faudrait se soucier de l'acquisition, de la genèse ou de la formation de nos croyances,
que comme une discipline normative chargée d'établir la validité de ces dernières et les raisons que nous pouvons avoir d'entretenir tel ou tel jugement. Que les émotions aient leur part dans le contexte de la découverte, assurément, mais qu'il faille en tenir compte dans le contexte de la justification, voilà qui est bien plus douteux. À tort ou à raison, la distinction de ces deux registres est en quelque sorte gravée dans le marbre, ou du moins elle l'a été jusqu'à une date très récente. Ensuite, pendant longtemps, même si les choses, là encore, ont sensiblement évolué, toute entreprise de connaissance a été peu ou prou associée aux idéaux, plus ou moins exacerbés, de certitude, d'infaillibilité, tels qu'ils s'inscrivaient notamment dans les projets fondationalistes, comme celui que Descartes avait en vue dans les Méditations, dont nous avons parlé tout à l'heure, du reste, dans le cours, n'est-ce pas? C'est davantage, si vous voulez, le modèle de l'intuition infaillible, de l'évidence, mais aussi, sur le plan cette fois de l'inférence, le modèle de la déduction, plutôt que de l'induction ou de l'abduction, comme type d'inférence, n'est-ce pas, qui se voit dès lors privilégié, modèles dans lesquels les émotions, bon, eh bien, en raison de leur caractère cognitif, sinon inexistant, toute la question, à tout le moins faillible, ne semblent pas être des candidats enthousiasmants. La curiosité, comme je l'ai dit, mais aussi la jalousie ou l'ambition, peuvent certes nous aider à découvrir des faits qui seraient passés sans cela inaperçus, et en ce sens, ces émotions peuvent contribuer à notre acquisition de connaissances, mais bien trop souvent, elles doivent faire l'objet de notre part de la plus grande suspicion. À quoi il faut ajouter que le modèle classique de la connaissance, comme croyance vraie justifiée, ne se prête pas bien non plus à la mise en évidence des émotions qui pourraient y être associées. Dire qu'un sujet S sait que P, c'est dire que S croit vraiment que P, que sa croyance est épistémiquement justifiée. Mais que P soit justifié dépend en priorité, n'est-ce pas, des relations inférentielles qu'entretient S avec ses croyances, pas avec les émotions qu'il peut éprouver. Toutefois, y compris au sein du modèle classique, on donnerait une présentation schématique des choses si l'on omettait de remarquer plusieurs aspects sous lesquels, en vérité, les émotions ont commencé depuis un certain temps déjà à recevoir un accueil nettement plus favorable. Même les tristologiciens se mettent à avoir des émotions. Ainsi, les réflexions menées autour de la question même de la justification et de la menace sceptique ont mis en évidence que ce dont a besoin un sujet S pour savoir que P, ce n'est pas que S soit en position de donner des raisons en faveur de P, mais qu'il soit capable d'éliminer toute une série d'alternatives pertinentes, pour reprendre l'expression rendue fameuse par Fred Dretske en 1970, et reprise depuis dans nombre de discussions dont j'ai fait largement état dans mon livre « Le doute en question ». Or, pour déterminer ce qui est épistémiquement pertinent dans telle ou telle situation,
Il faut, par exemple, être capable de comparer des situations. Et vous savez toute l'importance que prennent ici des expériences de pensée, comme celle de terre jumelle ou comme celle des fameux cerveaux dans une cuve. Il faut être capable aussi de faire le départ entre des doutes fins, des doutes de papier, et des doutes authentiques. C'est un point sur lequel insistent beaucoup les philosophes influencés, comme je le suis, par les analyses de Peirce. Et c'est aussi le cas de Christopher Hookway, qui est beaucoup revenu sur cet aspect des choses. Aujourd'hui, la pertinence épistémique de ce qu'on appelle le phénomène de science, n'est-ce pas, est davantage prise en compte par les philosophes désireux de préciser le rôle épistémique que peuvent jouer les émotions. Je pense en particulier à De Souza, The Rationality of Emotion, 1987. Autre sujet qui a permis de modifier de manière positive le regard posé sur les émotions, c'est le succès rencontré par les approches qu'on dit externalistes en matière de justification, où il s'agit de ne plus mettre l'accent, comme dans une approche internaliste, sur le contrôle cognitif que peut exercer le sujet épistémique, vous voyez, donc sur sa capacité à donner des raisons en faveur de paix, mais de se demander plutôt si paix a été produit de manière fiable, soit au terme de toute une série de chaînes causales satisfaisantes, ce qui était le cas des analyses d'Alvin Goldman, par exemple, les analyses fiabilistes traditionnelles, soit par le biais de mécanismes fiables de formation de ces croyances, soit encore, c'est notamment présent dans les analyses d'Alvin Plantinga, grâce aux équipements cognitifs qui ont correctement fonctionné et qui peuvent donc vous garantir, en quelque sorte, n'est-ce pas, la réussite épistémique qui est la vôtre. Bon. Ces approches externalistes ont aussi, au passage, en insistant beaucoup sur les causes de nos croyances, et pas seulement, vous voyez, sur les raisons que nous avons de les entretenir, peu ou prou contribué à rendre un peu moins nette la distinction traditionnelle entre contexte de découverte et contexte de justification, de même qu'elles ont évidemment aussi appelé à des recherches communes avec avec les sciences de la cognition, la psychologie, etc. Vous imaginez bien. Dès lors qu'il s'agit d'élaborer, de mieux comprendre les causes de la formation même des croyances, etc., bien entendu, nous avons besoin, le philosophe a besoin d'aller un petit peu regarder ce qui se passe du côté des recherches empiriques. Bon. Malgré tout, ce qui a surtout contribué à faire venir les émotions sur le devant de la scène, c'est le fait que certains, donc je me compte parmi eux, dans le sillage de certaines analyses d'orientation plus pragmatistes, ont de plus en plus souhaité insister sur le fait que toute entreprise de connaissance doit s'entendre sur le modèle dynamique de l'enquête elle-même, ce qui suppose de s'interroger de plus près sur ce qui garantit que la conduite de celle-ci sera ou non appropriée, mais aussi que l'on porte son regard, sans pour autant cesser de reconnaître la place incontournable de la justification ou de la vérité, ou encore de la connaissance, par rapport, par exemple, à l'accent que veulent désormais mettre surtout certains sur la compréhension, sur l'ensemble de nos évaluations et activités épistémiques. Bref, ça suppose que l'on ne se limite pas, par exemple, aux seules formes propositionnelles de la connaissance, mais que l'on y intègre aussi la connaissance pratique, sans s'interdire de poser plus largement le regard sur, par exemple, le genre de capacité, d'aptitude, de talent, voire de vertu, donc, qui peuvent être à l'œuvre dans ces entreprises épistémiques elles-mêmes. C'est évidemment aussi
à la place accrue donnée à l'agent de connaissance dans l'épistémologie des vertus que l'on doit un regain d'intérêt pour les émotions. Que ce soit chez les partisans d'une approche plutôt fiabiliste, comme les celles de Ernest Sosa ou de John Greco, ou chez les partisans d'une approche responsabiliste, comme les celles de Linda Zagzebski, de Montmarquet, et en France de l'excellent Roger Pouivet, que vous avez juste devant moi et qui interviendra donc dans 2 semaines et qui est une perle rare dans le paysage français sur ces questions, et pas seulement dans le paysage français, je tiens à le dire. C'est qu'il s'agit en effet pour tous ces auteurs désormais, comme nous l'avons vu dans le cours, d'opérer un changement de direction assez net, en ne donnant plus la priorité, n'est-ce pas, donc à l'évaluation épistémique de propositions ou même d'états mentaux, mais aux agents eux-mêmes, chez qui on se doute que les émotions vont jouer un rôle certain, a fortiori si l'on tient que les vertus épistémiques en cause se rattachent, comme c'est le cas chez les responsabilistes, aux traits de caractère d'une personne. L'épistémologie sociale, mais aussi les épistémologues qui se sont intéressés aux questions féministes ou aux questions de genre, en particulier, se sont à leur tour emparés de la question en étendant la réflexion des agents individuels aux communautés épistémiques. Mais il faut noter aussi que 3 développements majeurs ont également contribué à enrichir la réflexion en ce domaine. C'est d'abord la prise au sérieux chez certains et de l'injonction quainienne, 1969, de naturaliser l'épistémologie, qui, lorsqu'elle n'a pas été prise à la lettre et consistait purement et simplement à renoncer aux objectifs traditionnels de la philosophie de la connaissance par une assimilation de celle-ci aux sciences cognitives ou à la psychologie, a eu l'effet bénéfique, au moins, d'obliger en quelque sorte les épistémologues à davantage tenir compte, comme je le disais, de celle-ci, et à intégrer davantage dans leurs analyses les résultats et avancées émanant de la recherche empirique, en termes de formation, de révision des croyances, etc. Or, cela s'est fait alors que, dans le même temps, dans les sciences empiriques elles-mêmes, s'opérait une sorte de révolution cognitive, notamment en psychologie, et où l'on se mettait aussi à prêter beaucoup plus d'attention aux aspects, vous voyez, cognitifs et naturalistes des émotions elles-mêmes. Je pense notamment aux travaux de Sousa ou de Damasio, que vous avez peut-être lu, L'erreur de Descartes, etc. Donc ça fait partie aussi, si vous voulez, des mouvements qui ont nettement contribué à remettre un petit peu sur le devant de la scène la réflexion des philosophes contemporains sur les émotions. En tout cas, en matière plutôt de philosophie de la connaissance, je m'entends. Mais en 3e lieu, et donc c'est à ça aussi justement que je veux venir, parce que ce n'est pas simplement les philosophes de la connaissance qui ont été concernés par cela, n'est-ce pas? Cela importe beaucoup évidemment aussi aux philosophes. On a assisté aussi bien dans les 30 dernières années à un essor considérable en philosophie de l'esprit du travail de réflexion sur les émotions, que l'on songe en particulier aux travaux remarquables que je juge pour ma part remarquables de Christine d'Apollet sur les liens entre émotion et valeur, à ceux de son maître Kevin Mulligan, qui a beaucoup fait pour remettre à l'honneur les 2 grands programmes descriptifs du XXe siècle sur les émotions, qu'auront été d'une part celui de la tradition autrichienne dans les écrits de Brentano, Bolzano, Ehrenfels, Stumpf, Meinong, Husserl, Bühler, Musil, Köhler, sans oublier Max Scheler, et d'autre part tout le courant philosophique attaché à la prise en compte de la description et de la psychologie populaire dont vous trouvez les traces chez des philosophes comme Moore, C.D. Broad, Wittgenstein, Ryle, Anscombe, Murdoch, Geach, Kenny, Lyons, Scruton, Thalberg, Gordon, Gibbard, Greenspan, Jon Elster, Annette Bayer
ou encore de Sousa. Donc il y a un nombre d'écrits extrêmement important dans toute cette philosophie, n'est-ce pas, essentiellement de langue anglaise, mais qui est très riche et qui doit nous aider évidemment à faire de sacrés progrès dans ces analyses. Alors, on cite beaucoup aujourd'hui, et à juste titre évidemment, les travaux de Martha Nussbaum, le rôle que jouent selon elle les émotions en démocratie, son insistance sur les écoles hellénistiques aux dépens d'Aristote, en oubliant du reste un peu trop au passage, à mon sens, les remarquables travaux consacrés aux relations entre raison et émotion dans l'Antiquité, que l'on doit à John M. Cooper, Reason and Emotion, Essays on Ancient Moral Psychology and Ethical Theory, 1999, Princeton University Press. Mais il ne faut pas oublier, comme le rappelle Mulligan, d'une part, que la réflexion sur les émotions et les valeurs est ancienne, que d'autre part, dès 1904, Heinrich Gompers, un élève renégat de Brentano, avait tenté de faire la même chose, que son explication alors de la liberté intérieure a certainement influencé Musil, anticipé de nombreuses notations de Wittgenstein sur les émotions et la valeur et fournit aussi des formulations claires de, pour reprendre les termes de Mulligan, des mysticismes athées et panthéistes qui furent si populaires en Autriche-Hongrie. En tout cas, la conjonction de ces travaux, vous voyez, a permis de mieux cerner la nature de ces états affectifs que sont les émotions, à côté d'autres affects comme les passions, les humeurs et les sentiments. On sait mieux notamment comment les aborder selon que l'on privilégie la perspective à la première personne ou à la troisième personne, ce qui les distingue d'autres états mentaux comme les croyances, les désirs, les sensations, les perceptions, ce qu'est aussi leur grammaire, à quoi tient leur passivité, s'il est plus pertinent de les aborder autrement que comme des états occurrents ou dispositionnels, quelles contraintes normatives aussi pèsent sur elles et comment nous les évaluons. En résumé, comme le suggèrent Brun et Quenzler, on peut donc identifier au moins 6 développements majeurs, vous voyez, au sein de la philosophie contemporaine, de la connaissance, qui ont permis de redonner un nouveau souffle aux recherches sur les émotions. 1. Si je résume, les analyses menées autour de la question des alternatives pertinentes et de l'externalisme à propos de la justification épistémique. 2. Le besoin ressenti d'avoir une théorie des agents et des pratiques épistémiques. 3. Le changement d'accent opéré de la connaissance de type propositionnel aux évaluations épistémiques en général. 4. La critique d'une rationalité épistémique élaborée de façon trop étroite, à laquelle, du reste, se sont rangés nombre de philosophes des sciences. Le succès plus récent que connaissent et l'épistémologie des vertus et les discussions entourant l'épistémologie sociale et l'épistémologie féministe. 6. L'essor de l'épistémologie naturalisée et les liens mieux entrevus désormais entre elle et les sciences cognitives, à quoi il convient donc d'ajouter 7. Les travaux remarquables qui ont été réalisés aussi par les philosophes contemporains de l'esprit. Tâchons donc à présent de rappeler quelques caractéristiques des émotions et à quelles difficultés d'analyse il faut nous attendre. À une grande variété de phénomènes d'abord. Peur, angoisse, indifférence, intérêt, estime de soi, honte, surprise, la liste est longue de nos émotions et je vous renvoie à celle que donne Descartes dans Les Passions de l'âme. Robert Solomon a récemment recensé pas moins d'une bonne 50aine de termes pour les désigner. Tout aussi variés sont les tentatives pour essayer de structurer l'univers des émotions en proposant des taxonomies sur la base de l'intensité, selon qu'on a affaire à des émotions rétrogrades ou antégrades, positives ou négatives, orientées vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Certaines émotions seraient aussi, dit-on, des émotions de base ou primitives, même si l'on sait depuis au moins Descartes que c'est là une tentative risquée. Vous vous souvenez de la liste des 6 passions primitives données
au début au paragraphe 69 du traité des passions, l'admiration, l'amour, la haine, le désir, la joie et la tristesse. D'autres proposent de considérer que les émotions s'étendent sur un spectre multidimensionnel, structuré en fonction de composantes qui ne sont pas eux-mêmes des émotions. Se demande si les émotions sont partagées par toutes les cultures, ce qui semble le cas et qui a d'ailleurs été souvent interprété comme le fait du point de vue biologique évolutionniste qui aurait bien des émotions de base. Mais c'est une hypothèse qui serait au nombre de 6, colère, peur, bonheur, tristesse, dégoût, surprise, découverte contestée dans le même temps par ceux qui ont plus insisté sur le fait que les émotions sont des constructions sociales. Bon. Tout aussi grande ensuite, la diversité des termes. Est-on bien sûr de s'accorder sur le sens même qu'ils revêtent? Car les termes d'émotion et ceux plus anciens de passion ou encore d'affect ne sont pas toujours employés de la même manière et ils le sont même parfois en des sens opposés. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on tend souvent à mettre sur le même plan en les classant dans la rubrique large des états affectifs, émotions et sentiments, feeling, n'est-ce pas? Là où il convient de distinguer plutôt ces deux choses en introduisant un troisième terme qui est celui d'humeur, mood, n'est-ce pas? Je vous renvoie ici à l'excellent livre de Julien Deona et Fabrice Terroni, Qu'est-ce qu'une émotion, Vrin 2008, et à la version étendue qu'ils ont donnée en anglais, The Emotions, a Philosophical Introduction, paru en 2012 chez Routledge. Ensuite, entend-on l'émotion au sens d'une occurrence, d'un événement, d'un état épisodique, ou bien au sens d'un état plus durable, qui relèverait alors plutôt d'une disposition, voire du caractère, justement. Car on peut avoir eu peur en avion, à l'occasion d'un vol, sans avoir nécessairement durablement peur en avion. Ensuite, si la peur en avion traduit une disposition émotionnelle, celle-ci peut à son tour se manifester de tas de manières, par tel ou tel sentiment plus ou moins intense, mouvement du corps, etc., ou à son tour par une autre manifestation émotionnelle. Par exemple, par la colère que vous allez éprouver envers le pilote qui conduit mal ou l'équipage qui vous empêche de fumer. Donc, en général, on distinguera donc le sentiment de l'émotion en y voyant plutôt la qualité phénoménale de ce que l'on ressent, le fameux effet que cela fait, en quelque sorte. Mais les discussions vont bon train, toujours, quant à savoir ce qui est au juste ressenti dans un sentiment, comment s'opère la relation entre les sentiments et les conditions du corps, ainsi qu'avec le comportement, quant à savoir encore si les sentiments sont ou non accessibles par la seule introspection et s'ils sont intentionnels. L'usage semble être aussi de distinguer entre, comme je l'ai dit, les émotions et les humeurs, ces dernières étant censées être diffuses, globales, de faible intensité, alors que les émotions seraient plus durables et surtout auraient une structure intentionnelle, seraient dirigées, n'est-ce pas, vers des objets spécifiques. En tout cas, la terminologie des émotions est tout sauf uniforme. Les énoncés que nous faisons à leur propos sont souvent ambigus et autorisent donc des lectures multiples selon l'aspect que l'on va être amené à privilégier. Vous voyez ? Bon. On peut donc supposer que ces différences, que je viens rapidement d'évoquer, vont jouer un rôle non négligeable dans l'évaluation que nous allons proposer de la signification proprement épistémique, n'est-ce pas, des émotions. En témoigne en effet, selon l'aspect retenu en priorité, la grande variété des approches. Certains s'intéressent surtout au rapport entre émotion et sensation, ou avec la connaissance et l'action, à leurs aspects physiologiques, à leurs manifestations corporelles, expressions faciales, gestuelles, réactions corporelles, processus musculaires, neurologiques, capacité à réagir, disposition à agir, etc. D'autres voulons creuser l'aspect intentionnel de l'émotion, interroger ses causes, ce vers quoi elle se dirige, objets, événements, état d'esprit, disposition, etc. Répondre à la question de savoir, par exemple, si elles peuvent être identiques à leur cause ou sont différenciées. Ainsi, un événement futur peut être l'objet de ma crainte ou de mon espoir, mais ne pas en être la cause. Si, comme cela est notre cas, nous pensons que les émotions impliquent ou présupposent des évaluations,
des croyances ou d'autres connaissances? Allons-nous les évaluer relativement à leur structure narrative? C'est ce que nous avons fait par exemple lors du colloque. Ou relativement à leur inscription dans la société, dans la culture, ou bien plutôt relativement à la question de savoir si elles méritent d'être considérées comme appropriées, justifiées, rationnelles, intelligibles, garanties. Vous voyez? Bon. Donc, Broun et Quensle n'ont pas tort de rappeler, à la suite de Jesse Prince, qui est un de ceux qui ont, je crois, contribué de façon tout à fait intéressante et originale ces dernières années à la philosophie de l'émotion, que cette multiplicité de traits confronte les théoriciens des émotions à un problème de partie au moins autant qu'à un problème de trop-plein, problem of plenty. D'un côté, il faut bien rendre compte de tous ces différents aspects des émotions, n'est-ce pas? Mais de l'autre, il faut aussi expliquer, au fond, comment tous ces aspects s'intègrent bien dans quelque chose que nous appelons des émotions. Et c'est ce qui explique que les différentes théories des émotions vont non seulement distinguer, selon les cas, différentes caractéristiques de celles-ci, mais aussi leur assigner des fonctions différentes, selon qu'on va les interpréter comme des aspects, des parties, des préconditions, des causes ou des effets des dites émotions. Vous voyez? Bon. Donc un tel va juger important, voire essentiel, tel trait, que tel autre va très largement ignorer ou déclarer de peu de pertinence. William James, vous vous souvenez, dans son célébrissime texte « What is an emotion » de 1884, pense que les émotions consciemment éprouvées sont tout simplement des sensations de perturbations physiologiques directement causées par des perceptions. D'autres vont plutôt insister sur l'aspect intégratif, au contraire, n'est-ce pas, des émotions. Bon, ce qui semble assez clair, comme le souligne Broun et Quensle, pour celui qui veut analyser les choses du point de vue de la valeur proprement épistémique des émotions, c'est qu'il y a deux questions principales que le philosophe doit au moins se poser au sujet des émotions. La première est celle-ci: est-ce que les émotions sont ou non cognitives? Et la deuxième, c'est: est-ce que nous avons besoin d'une théorie uniforme des émotions pour établir le statut épistémologique des émotions? Bon. Prenons le premier point, la question du cognitivisme des émotions. En ce qui concerne ce point, la première question que nous devons évidemment nous poser, c'est: qu'est-ce que nous voulons dire au juste lorsque nous disons que les émotions sont cognitives? Ici encore, vous voyez, tout va dépendre de la manière dont nous comprenons ce terme. Bon. Et cela apparaît clairement dans la manière dont, dans un texte récent de 2014, que je vous recommande, dû à Heather Battley, qui est une excellente philosophe, dont elle réfléchit justement à la question. Je vous renvoie à son texte, 2014, Acquiring Epistemic Virtue, Emotions, Situations and Education, dans le volume placé sous la direction de Harold Fairweather et Owen Flanagan, 2014, Naturalizing Epistemic Virtue, Cambridge University Press. Si nous donnons, premièrement, à cognitif un sens, si vous voulez, assez restrictif, eh bien, nous allons dire que les émotions sont cognitives si nous pouvons dire d'elles qu'elles ont un contenu propositionnel. Auquel cas, nous assimilerons plus ou moins les émotions à des croyances ou à des jugements normatifs. Bon, ça c'est en particulier ce que pensent des philosophes comme Solomon, mais aussi William Lyons et Martha Nussbaum, que j'évoquais tout à l'heure. Pour des cognitivistes comme Martha Nussbaum, nous pouvons ainsi considérer nos émotions comme des croyances évaluatives. On a une émotion de colère, au fond, que lorsque l'on a tout un ensemble de croyances. Vous voyez, celle qui consiste à croire que l'on a causé du tort à soi-même ou à ses amis, que le tort qui a été causé est signifiant, que le tort a été fait intentionnellement et qu'il faut punir celui qui l'a perpétré. Bon. Nussbaum soutient explicitement que des croyances évaluatives comme celle-ci sont conceptuellement suffisantes pour que l'on puisse parler de l'émotion de la colère. Ni les changements physiologiques, ni les sentiments non cognitifs, n'est-ce pas, ne sont conceptuellement nécessaires.
Je la cite, « Il est plausible de supposer que chaque élément dans l'ensemble ci-dessus de croyances est nécessaire pour que la colère soit présente. Si je devais découvrir que le tort subi n'était pas sérieux, je devrais m'attendre à ce que ma colère se modifie d'elle-même ou s'évanouisse, recede. » Je dis tout de suite qu'un certain nombre d'auteurs s'opposent aujourd'hui à cette approche cognitiviste. C'est le cas, par exemple, de Amy Copeland, ou de Heather Batterley, ou de Jesse Prince. Chez Heather Batterley, notamment, vous trouvez des arguments fort intéressants, empruntés à des expérimentations psychologiques, qui font référence au degré d'exposition des sujets à certaines situations, ainsi qu'au phénomène qu'on appelle de la contagion, et qui plaide de façon tout à fait intéressante, me semble-t-il, en faveur du non-cognitivisme des émotions. Jesse Prince, je le disais, est également un philosophe qui a une approche de ce genre. Bon, si je prends par exemple un texte de Copeland qui s'appelle « Feeling Without Thinking » de 2010, elle défend l'idée que, selon le concept que vous allez avoir de l'émotion, cela vous donnera des analyses différentes de l'acquisition même des vertus épistémiques. Vous voyez, si comme Socrate et si certains théoriciens qui ont une approche cognitive de l'émotion, vous soutenez que l'émotion est une espèce de raison, alors pour acquérir la vertu, il faudra surtout vous employer à corriger vos fausses croyances et les remplacer par des connaissances, n'est-ce pas ? Mais si, comme Platon et certains théoriciens non cognitivistes, vous considérez que l'émotion est indépendante de la raison, alors il ne suffira pas de connaître pour être épistémiquement ou moralement vertueux, il vous faudra aussi éduquer, entraîner vos émotions. Vous voyez ? Donc je la cite, « Si la vertu exige l'émotion appropriée, si l'on ne peut par la seule connaissance rendre l'émotion appropriée, alors la connaissance est insuffisante pour la vertu. » Et elle en tire la conclusion que l'éducation morale doit inclure plus que le simple fait d'apprendre ce qui est bien ou vrai, bien et mal, pardon. Cela doit inclure l'éducation, l'habituation de nos émotions de telle manière qu'elles puissent être conditionnées par la pratique et l'expérience pour retrouver la trace, dit-elle, de ce qui est approprié. Track the appropriate thing. Si nous entendons maintenant cognitif en un deuxième sens un peu plus libéral, si vous voulez, alors nous entendrons plutôt les émotions sur le modèle de perception. C'est celui que propose en particulier justement De Souza dans son étude sur The Rationality of Emotion. C'est aussi la ligne de défense de philosophes comme Catherine Elgin et, comme je l'ai dit, de Prince, même si je pense que justement il vaut plutôt mieux, je ne suis pas d'accord avec justement Broun et Queenslow qui le rangent parmi les cognitivistes, puisque comme je l'ai dit, pour les raisons que j'ai indiquées, il me semble que son approche est plutôt non cognitiviste, n'est-ce pas ? Mais vous voyez, c'est très très délicat, hein, parce que tout dépend si vous avez une conception plus ou moins relâchée de ce que vous mettez précisément sous l'étiquette de cognitivisme des émotions. Hein. Bon. En tout cas, Prince considère que sa théorie perceptuelle des émotions est non cognitive, puisqu'il s'appuie précisément sur son explication de la cognition comme contrôle de l'organisme. Je propose de dire, écrit-il, qu'un état n'est cognitif que dans le cas où il inclut des représentations qui sont sous le contrôle de structures dans des systèmes exécutifs qui, chez les mammifères, se trouvent dans le contexte préfrontal. Bon. De manière encore plus minimale, vous direz que les émotions sont cognitives en cela qu'elles sont intentionnelles. Et en fonction de ce critère, que les émotions, cette fois, entendues, si vous les entendez en un sens behavioriste ou réductionniste, et si vous dites qu'elles se rapprochent plutôt de sentiments, eh bien, non, qu'elles ne peuvent pas être, en ce sens-là, véritablement cognitives. Donc, une émotion, à son tour, pourrait être dite intentionnelle ou orientée vers son objet de plusieurs manières. Je n'entre pas plus avant dans la question, mais c'est évidemment une question qui est très très importante, notamment pour ceux qui
veulent essayer de défendre une approche dont je vais parler un petit peu plus bas, relative à la question de savoir si les émotions peuvent être évaluées comme des formes de propriété qui sont dépendantes, n'est-ce pas, de la réponse que l'on peut donner, response dependent. Bon. Quatrièmement, enfin, vous pourrez défendre une approche cognitiviste mais limite de l'émotion si vous vous contentez de dire, peut-être à ce moment-là, que certaines émotions, plutôt que d'autres, ont, n'est-ce pas, tel ou tel aspect que je viens précisément d'indiquer, si ce sont plutôt quelque chose qui les rapproche des croyances. Donc tout dépendra à ce moment-là du groupe d'émotions sur lequel vous allez, si vous voulez, appliquer les critères que nous venons de voir. Bon. Le deuxième débat important, comme je l'ai dit, est celui qui porte donc sur l'accusation, portée souvent selon laquelle les théories philosophiques de l'émotion feraient l'hypothèse invalide qu'il est possible de développer une théorie unifiée de celle-ci. Plusieurs auteurs ont soutenu, c'est le cas par exemple d'Amélie Rorty, de Paul Griffiths, que les émotions ne constituent pas en fait une espèce naturelle, qu'il n'y a pas de distinction claire justement, vous voyez, entre les émotions et d'autres états mentaux tels que des motifs, des humeurs, des attitudes, et qu'en conséquence, il faut intégrer au fond les analyses philosophiques des émotions dans un cadre beaucoup plus compréhensif, plus large, d'une philosophie de l'esprit. Bon. Certains soutiennent même que, au fond, la diversité des phénomènes qu'on appelle émotions est telle qu'on ne peut pas procéder ou espérer produire une analyse scientifique unifiée. Donc, vous ne pouvez pas, en d'autres termes, utiliser, si vous voulez, la catégorie d'émotions pour dériver de façon fiable des généralisations inductives comme celles dont on a besoin dans les sciences, en biologie, en neurosciences, en psychologie, pour expliquer les mécanismes qui sous-tendent les émotions. Donc, même si, par exemple, certaines émotions peuvent vous donner l'impression, comme la peur, qu'elles réunissent des phénomènes très divers, n'est-ce pas, qui vont d'un programme proche des instincts à un comportement stratégique volontairement accepté, il est évident que, selon en effet la flexibilité que vous allez donner à votre concept, vous risquez d'avoir plus ou moins de difficultés à procéder, en effet, à une démarche nécessairement intégrative, comme doit l'être, si elle a vocation à être une démarche scientifique, l'approche donc des émotions. Bon, malgré tout, je crois qu'on peut considérer, et pas mal d'auteurs ont à bon droit, je crois, résisté à cette analyse, on peut dire que les émotions ont quand même beaucoup de caractéristiques en commun, même si ce n'est pas en termes de mécanismes biologiques, qu'on peut parfaitement élaborer un minimum de classification conceptuelle pour les fins de la théorie, et qu'après tout, si on réussit à en dégager certaines, on doit pouvoir du même coup réussir à déterminer ou se préparer à trouver, n'est-ce pas, que certaines émotions remplissent bien certaines fonctions épistémiques, peut-être seulement dans certaines circonstances, alors que d'autres émotions ne sont pas adaptées à ces fonctions, etc. Mais enfin, vous voyez, on doit pouvoir quand même faire avancer la réflexion. Pourtant, avant donc de voir comment on peut la faire avancer, il faut quand même s'assurer et comprendre pourquoi les émotions semblent quand même davantage relever du registre des vices que de celui des vertus épistémiques. De façon générale, on sait que dans l'histoire de l'Antiquité, de la philosophie, les émotions n'ont pas toujours eu bonne presse et que depuis l'Antiquité, pour certains, mais pas tous, loin s'en faut, les émotions participent de l'esclavage général supposé de la raison par rapport aux passions, dont Hume reprendra abondamment le thème, mais pour s'en féliciter. Traditionnellement, le conflit entre raison et émotion est étroitement lié aussi à telle doctrine sur les facultés de l'âme, n'est-ce pas? Bon, je ne vais évidemment pas revenir aujourd'hui sur toutes ces positions éminemment subtiles, en particulier dans l'Antiquité, mais pas seulement.
Dieu sait si la conception cartésienne des émotions intellectuelles est subtile, je vais en dire d'ailleurs tout à l'heure quelques mots, hein. Mais si on essaie simplement de résumer très schématiquement, si vous voulez, les raisons fondamentales du discrédit dont jouissent les émotions sur le plan épistémique, on peut dire que la première raison est celle-ci, c'est-à-dire qu'on y voit une menace à la prise de décision rationnelle. Elles peuvent constituer des obstacles à l'acquisition de la connaissance, à l'établissement ferme de nos prétentions à connaître. Dans sa version la plus directe, qu'il faudrait évidemment nuancer, tant on sait que les choses sont complexes chez les stoïciens, je vous renvoie aux excellentes analyses de Jean-Baptiste Gourina, et un livre que, pour ma part, je trouve un très joli livre que l'on doit à Margaret Graver, Stoicism and Emotion, Chicago University Press 2007. Bon, vous regardez donc, il y a beaucoup de choses extrêmement fortes sur toutes ces questions dans l'Antiquité, et chez les stoïciens, les choses sont très très intéressantes aussi. Donc, disons que pour eux, les émotions sont censées être tout simplement conséquence de leur monisme rationnel, notamment chez Chrysippe, des jugements erronés. Bon. Sont d'avis que les passions sont des jugements, comme le dit Chrysippe dans son traité sur les passions. Hein. Bien. Donc, les émotions ont été également accusées de déformer la perception, de conduire aussi à la tromperie sur soi, à l'acrasia, à la faiblesse de la volonté, en raison du lien que l'on établit entre ces vices et le fait que les émotions sont associées au vouloir ou au désir. Les émotions se voient critiquées sur la base du fait qu'elles seraient le moyen par lequel le désir ou le vouloir en vient à dominer, en quelque sorte, n'est-ce pas, la perception ou la raison, voire à chambouler l'ensemble du processus rationnel. Pour se garder de telles influences, il faut donc avoir la maîtrise de ces émotions, comme le recommandent les stoïciens, ou s'employer, ce que fait Aristote, à avoir les bonnes intentions. Bon, c'est là un point qui a beaucoup retenu l'attention des épistémologues des vertus, en particulier de ceux qui tiennent que les vertus ne sont pas de simples facultés, mais des traits de caractère d'une personne, et qui par là même ont tendance à rapprocher, comme nous le verrons, vertus épistémiques et vertus morales. Mais peut-être pouvons-nous dire quelques mots déjà sur ce plan d'Aristote et de la façon dont, justement, Linda Zagzebski a cru pouvoir tirer quelques conclusions des analyses aristotéliciennes. Donc, à propos des liens qu'Aristote établit entre vertu, émotion et connaissance. Vous vous souvenez que dans le Protagoras, Socrate se demande si nous pouvons acquérir des vertus morales simplement par la connaissance, et Socrate répond oui, c'est d'ailleurs relativement facile. Il nous faut simplement parvenir à connaître quels actes sont vertueux. Les vertus morales exigent donc de notre part certaines dispositions à agir de façon vertueuse, et ces dispositions sont distinctes de la connaissance. Un agent qui sait quels actes, par exemple, sont bienveillants, saura, sauf s'il en est empêché, accomplir de tels actes. Même si Socrate admet aussi que les émotions et les désirs sont conceptuellement distincts de la connaissance, peuvent entrer en conflit avec elle, ceux-ci ne peuvent pas dominer la connaissance. Une fois que l'agent sait quels actes sont vertueux, il n'y a rien dans sa psychologie qui l'empêche d'accomplir ces actes. En quelque sorte, la connaissance suffit à la vertu morale. Vous retrouvez cet enseignement socratique précisément chez les stoïciens. Platon, dans la République, et Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, rejettent cette manière de voir les choses et optent pour une conception tripartite de l'âme dans laquelle l'émotion peut dominer la raison. Comme le dit Aristote, je le cite, « S'agissant de la vertu, il ne suffit pas non plus de savoir ce qu'elle est, il faut au contraire tâcher d'avoir la vertu et de l'exercer, à moins qu'il existe pour nous une autre façon de devenir bon. » 1179b, 3-4. Je cite l'édition Garnier-Flammarion, donc la traduction Bodéus, page 539 pour ceux d'entre vous qui ont l'édition. Donc les émotions et les désirs peuvent donc parfaitement dominer la connaissance en nous empêchant d'effectuer des actes que nous savons être vertueux. La connaissance ne suffit donc pas pour produire les dispositions à l'action que requiert la vertu morale,
Elle est donc causalement insuffisante pour la vertu morale. En d'autres termes, pour Aristote, un agent peut savoir qu'il est approprié d'aider autrui, par exemple, et cependant manquer à l'aider parce qu'il a des désirs rivaux qui dominent la force motivationnelle, n'est-ce pas, que pourrait lui donner la connaissance. C'est le principe même des acratiques, des incontinents, qui ne sont pas vertueux. Il ne suffit donc pas de savoir quelles sont les dispositions à l'action appropriée, ni quelles actions sont appropriées. Il faut aussi avoir des dispositions à l'émotion et à la motivation qui soient appropriées. L'acratique ou l'incontinent sait que ce qu'il fait est mal, mais il n'utilise pas ce savoir. Il agit mal, je cite, tout en sachant qu'il exécute de vilaines actions parce qu'il est poussé par l'affection. Tandis que, ajoute Aristote, le sujet maître de soi, sachant que ses appétits sont vils, ne leur obéit pas parce qu'il est poussé par la raison. 1145 B12, page 348. Autrement dit, nous ne parvenons à acquérir, n'est-ce pas, les dispositions à l'action appropriée que si nous éduquons nos affects, nos passions. Nous devons éduquer, entraîner nos émotions et nos motivations en sorte qu'elles s'accordent avec la raison. 1102 B28, page 97. Comment cela peut-il se faire? Eh bien, sans doute, et c'est là que c'est intéressant, n'est-ce pas? Sans doute la connaissance et la raison peuvent-elles contribuer à aider, à entraîner, à éduquer l'émotion et la motivation. 1102 B33-34, page 101, je cite, « Les vertus, nous les tirons d'actes préalables, comme c'est le cas des techniques au demeurant. En effet, ce qu'on doit apprendre à faire, c'est en le faisant que nous l'apprenons. Ainsi, c'est en bâtissant qu'on devient bâtisseur et en jouant de la cithare qu'on devient cithariste. De la même façon, c'est donc aussi en exécutant des actes justes que nous devenons justes, des actes tempérants qu'on devient tempérant et des actes courageux qu'on devient courageux. » Fin de citation. Mais Aristote pense aussi, n'est-ce pas, que la connaissance et la raison ne suffiront pas parce que, je cite, un sujet ne peut entendre l'argument qui l'en détourne, ni d'ailleurs le comprendre, s'il vit au gré de ses affections. 1179 B 28-29, page 541. Donc les émotions et les motivations sont principalement entraînées par l'habituation, laquelle inclut la répétition, les pratiques guidées et l'imitation d'exemples. Bon. Qu'en est-il à présent des vertus intellectuelles que, vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure durant le cours, Aristote, en toute rigueur, distingue des vertus morales? Bien, on sait quelles elles sont pour Aristote: sagesse, compréhension, sagacité ou prudence. Mais on peut les étendre, n'est-ce pas, si on veut, à l'ouverture d'esprit, le courage épistémique, l'humilité épistémique. Eh bien, pouvons-nous acquérir ces vertus par la seule connaissance? Certains épistémologues des vertus, c'est le cas notamment de Linda Zagzebski, dont je vous parlais, dans son livre qui a fait date de 1996, Virtues of the Mind, et de façon générale, ceux qui adoptent une approche responsabiliste répondent que non. Ils considèrent d'abord que les vertus épistémiques sont analogues en structure aux vertus morales aristotéliciennes, ce qui est en soi, vous en conviendrez, en tout cas à mon sens, mais nous en reparlerons la semaine prochaine, problématique. Mais c'est aussi une position que défendent des philosophes comme Axtell, Jason Baer, Montmarquet, Roberts and Wood. Bon. Du même coup, les vertus épistémiques exigent, selon eux, que l'on ait d'abord des dispositions, vous voyez, à l'action appropriée. Par exemple, l'ouverture d'esprit suppose que vous soyez disposé à considérer comme il faut les idées qu'un autre peut avoir, qui ne sont pas forcément les mêmes que vous, n'est-ce pas? Bon. Le courage épistémique va exiger une disposition à défendre vos propres croyances, en particulier lorsqu'elles sont vivement attaquées. Quant à l'humilité épistémique, elle requiert une disposition à reconnaître que l'on est, ainsi que tout un chacun, épistémiquement faillible.
En deuxième lieu, la personne épistémiquement vertueuse est celle qui sait quelles actions sont appropriées. Mais les responsabilistes ajoutent une troisième exigence. Il faut aussi que le vertueux et épistémique ait des dispositions à avoir les émotions, justement, et les motivations qui conviennent. Pourquoi ? Eh bien parce que nous pouvons savoir que certaines actions épistémiques sont mauvaises, et nonobstant, vous l'aurez compris parce que nous venons de dire de la critique, échouer lamentablement à activer cette connaissance. Ainsi, nous pouvons exécuter des actes épistémiquement mauvais. C'est ce qui se passe dans le cas donc de l'incontinence ou l'acrasie épistémique, lorsque, par exemple, comme le dit Zagzebski, nous savons bien que nous ne pouvons pas faire confiance à une certaine personne, mais néanmoins, nous croyons ce qu'elle dit sur son autorité, tout simplement parce qu'elle est en train de dire quelque chose qui vient renforcer notre propre position. Bon. Ou encore, lorsque, pour emprunter cette fois les exemples à Christopher Hookway, tout en jugeant, je le cite, que les preuves dont nous disposons sont insuffisantes pour étayer une croyance que nous entretenons, ou tout en croyant que les méthodes utilisées pour l'acquérir étaient peu fiables, nous ne nous résolvons pas pourtant à examiner plus avant le sujet. Bien. Comme l'incontinent aristotélicien, l'incontinent acratique, c'est en parfaite connaissance de cause, donc qu'il exécute de mauvais actes. Il manque des dispositions à l'action requises par les vertus épistémiques, et il le fait parce qu'il est sous le coup de ses émotions et de ses motivations, lesquelles incluent, je cite Zagzebski, les sentiments qui accompagnent le préjugé, le désir de croire ce qui est facile et confortable, et le désir de se cramponner à ces bonnes vieilles croyances. Et c'est la raison pour laquelle les responsabilistes pensent que si l'on veut vraiment avoir des vertus épistémiques, n'est-ce pas, et donc avoir un caractère qui fasse de vous une bonne personne, cela implique d'entraîner, d'éduquer les dites émotions, les dites motivations, ce qui typiquement exige de renforcer le plaisir et la motivation que nous pouvons trouver pour la vérité, de telle manière que ceux-ci puissent dominer des motivations rivales, ce qui, pense-t-il, peut s'obtenir en particulier par l'habituation. Bon, vous voyez, donc ça c'est la première raison quand même pour laquelle, en effet, souvent les émotions ont tendance à frôler plutôt la caractérisation du vice épistémique que des émotions. En tout cas, on voit assez distinctement pour quelles raisons, en effet, la pente savonneuse peut être assez vite prise. Bon. Deuxième reproche, fréquemment observé aussi, les émotions semblent ne pas être d'une grande vertu, en définitive, pour la connaissance, parce qu'elles sont censément trop subjectives, sont trop privées, et ne semblent donc pas avoir de pertinence, alors ce dont il s'agit dans la connaissance, c'est au fond de viser, n'est-ce pas, quelque chose comme une vérité objective de nos croyances, quelle que soit la manière dont, par ailleurs, on peut entendre au juste ces termes de vérité et de connaissance objective. La vérité, en tout cas, suppose que l'on s'accorde avec les faits, avec un état de choses qui ne dépend pas de l'expérience personnelle, a fortiori émotionnelle, que tel ou tel peut faire. Vous voyez ? Troisième reproche assez évident, même si on admet généralement qu'il y a des émotions qui sont évidemment liées à la connaissance en ce qu'elles servent à motiver et à réguler les activités cognitives, cette force motivationnelle est souvent considérée comme sans valeur proprement épistémique. L'admiration, l'étonnement, qui vient en premier lieu dans la liste cartésienne des passions de base, est typique en ce sens. Elle peut certes nous motiver pour acquérir une croyance, mais elle n'entre absolument pas dans l'évaluation épistémique de celle-ci. Une fois encore, les arguments, vous voyez, s'appuient, mais on ne peut pas les jeter par-dessus les moulins aussi facilement, sur la distinction à faire entre la validité des croyances et des théories d'une part, et l'histoire d'autre part de leur formation, dont on considère qu'elle n'a aucune pertinence proprement épistémologique.
Quatrième reproche souvent fait, enfin, comment pourrait-on penser qu'il suffise d'éprouver une émotion pour que cela constitue un critère cognitif d'évaluation correct, à même de vraiment contribuer à la justification d'une croyance. Ressentir quelque chose, est-ce que ça vaut finalement plus que simplement deviner, voire faire mieux que ce que pourrait faire une voyante ou une diseuse de bonne aventure? Je sens, j'ai le sentiment que. Bon. Vous savez, on ne dit plus j'ai l'impression que, mais j'ai le sentiment que. Alors, essayons de voir quand même comment on peut les racheter, ces émotions, et voir en quel sens ce pourrait être, nonobstant des vertus épistémiques. Eh bien, sur tous ces points que je viens d'indiquer, les recherches récentes ont sérieusement amendé quand même les choses et modéré notre jugement négatif. Tout d'abord, on a fait observer que les émotions peuvent être et sont souvent évaluées comme étant parfaitement rationnelles et appropriées. Certains vont même jusqu'à évoquer le concept de vérité émotionnelle, c'est le terme qu'utilise De Souza. En tout cas, on ne considère plus qu'elles déforment ou induisent systématiquement en erreur, n'est-ce pas ? Ce qu'elles feraient si elles étaient irrationnelles ou inappropriées. C'est un point que développe notamment Roger Pouivet dans son excellent papier, dont je donnerai tout à l'heure la référence, mais Roger, peut-être peux-tu le donner là, maintenant que tu l'as, émotion cognitive. Bon, autant pour moi, on donnera tout à l'heure la réflexion, je l'ai plus loin. Bien. Donc, on cherche plutôt qu'à les rejeter, à voir de quelle manière elles peuvent interférer avec l'acquisition de la connaissance et donc à spécifier les conditions dans lesquelles elles contribuent à celle-ci. En second lieu, il y a des raisons de douter que le caractère privé et subjectif des émotions les rendent parfaitement inutiles, au fond, sur le plan épistémique. A fortiori, si vous considérez que les émotions ne sont pas si éloignées que cela de la perception. Mais pas seulement. Vous savez justement toute l'expérience, l'importance que revêtent chez Descartes les émotions intellectuelles, n'est-ce pas, pour le rééquilibrage des passions et la référence qui sera la sienne pour les décrire aux eupatheia du sage stoïcien. Je vous renvoie là encore au beau livre de Kambouchner, volume 1 de L'homme et ses passions, page 364 et suivante. Émotions qui viennent du reste, elles aussi, singulièrement nuancer le fameux intellectualisme moral que l'on prête aux stoïciens. N'est-ce pas ? Car ce n'est pas seulement, en effet, comme le dit l'article 75 du traité des passions, l'application de notre entendement que notre volonté détermine à une attention de réflexion particulière qui peut, je cite Kambouchner, se substituer à la passion pour nous faire retenir la connaissance ou la mémoire des choses que nous avions auparavant ignorées, mais en outre, si la conservation, la durée, la persévérance, ou même la simple conséquence de la pensée ou de la volonté dépendent généralement de l'entretien d'une certaine émotion de l'âme, qui est comme une incitation à cette pensée ou à cette volonté. Et le fait qu'au fond de toute connaissance et de toute volition fondamentale, il se trouve chez Descartes un certain sentiment, porterait même à concevoir cette émotion comme l'unique façon d'éprouver et de consommer la réalité de la pensée ou de la volonté en général, alors cette émotion même ne peut pas rester exclusivement associée à une causalité physique. L'âme doit pouvoir aussi susciter en elle-même une émotion analogue à celle que le corps lui impose dans la passion. Et c'est par là seulement, semble-t-il, qu'elle pourra résister efficacement à l'appel du corps sur son terrain d'élection, celui de l'affect, se soustraire à sa dictature et préserver généralement sa propre autonomie, d'où l'importance, chez Descartes, de ces émotions intellectuelles ou, comme il le dit, émotions intérieures de l'âme, qu'il évoque à l'article 147, qui certes ressembleront aux passions, comme en témoignera leur commune dénomination, mais qui, comme émotions propres à l'âme, s'en distingueront essentiellement. Fin de citation. Tenir compte, donc, vous voyez, épistémiquement de l'émotion, c'est ici montrer comment, crucialement, dans toute connaissance,
intervient le mouvement calme propre à notre vouloir lui-même. Ensuite, rien n'indique non plus, pour en revenir à cette question du caractère soi-disant privé et subjectif des émotions, rien n'indique que les émotions soient privées ou intérieures, et qu'elles ne soient pas plutôt d'emblée sociales, même au sens, n'est-ce pas, où l'entend précisément quelqu'un comme Wittgenstein. Notre capacité d'identifier notre propre émotion suppose toujours, n'est-ce pas, contrairement à ceux qui sont prompts à penser la possibilité d'un langage privé, elle suppose toujours un langage public. C'est quelque chose que, dans sa critique de la notion philosophique d'intériorité, Wittgenstein ou Peirce ont énormément, n'est-ce pas, souligné. Donc, vous voyez bien que si les émotions supposent, comme c'est vraisemblable, la maîtrise d'un langage commun, n'est-ce pas, alors l'accusation même de leur soi-disant subjectivité, qui pourrait être un obstacle à la connaissance, prend sacrément du plomb dans l'aile. Troisième point, n'est-ce pas, qui permet aussi donc vous voyez, de faire revenir un peu plus sur l'aspect positif, sur le côté positif, les émotions. L'intérêt renouvelé pour les émotions a conduit à toute une série de théories philosophiques, et je dis sur les émotions, dont la plupart, il faut bien le dire, comportent un élément cognitif, ce qui veut dire que les émotions sont dirigées vers le monde et qu'on peut les évaluer en conséquence. Ces fonctions cognitives donc doivent permettre une analyse épistémologique, et cette analyse elle-même doit pouvoir conduire à une réévaluation des vertus épistémiques inhérentes aux émotions. Deona et Teroni insistent dans leur livre sur 5 caractéristiques fondamentales auxquelles je vous renvoie, qui sont le fait que les émotions sont d'abord épistémiques, ensuite évaluatives, ensuite physiologiques et affectives, enfin, cinquième point, physiologique et affective, conative ou motrice, et sociale. Les principales vertus épistémiques constitutives des émotions à présent. Quelles sont, dans ces conditions, et en résumé, celles dont nous pouvons considérer qu'elles le sont. Brun et Kunzle, dans leur introduction, on indique pour leur part 5. Il est possible, je pense, d'en repérer d'autres. Dans la discussion, je pense que nous pourrons aussi peut-être réfléchir à d'autres possibles auxquels je n'ai pas pensé dans la liste que nous pouvons proposer. Disons que ces caractéristiques seraient, vous voyez, la force motivationnelle des émotions, la saillance et la pertinence, le fait qu'elles rendent possible une forme d'accès épistémique aux faits et aux croyances, la contribution qu'elles apportent sur un plan non propositionnel à la connaissance et à la compréhension, et ce qu'on peut carrément appeler leur véritable efficience épistémique. Essayons donc tour à tour de les évoquer brièvement. Force motivationnelle tout d'abord. Bon, nombreux sont les cas où les chercheurs, n'est-ce pas, indiquent en effet à quel point on comptait pour eux toute une série d'émotions qui vont de la surprise à l'intérêt, au doute, à la perplexité, à la fierté, en passant par la frustration et la déception. On a aussi souvent rappelé à quel point, loin d'être un facteur de trouble négatif, la preuve de leur irrationalité, cela fait plutôt des émotions, au contraire, un élément indispensable, si ce n'est décisif pour la connaissance. Peirce insistait sur ce moteur qui était le sentiment de malaise, du doute, vous voyez, suscité par la rencontre avec une expérience récalcitrante. Et il considérait pour sa part que le mécanisme de l'enquête consistait entièrement à essayer justement de sortir de cet état de malaise pour trouver un état d'apaisement dans lequel nos croyances seraient enfin correctement fixées. C'est un thème donc sur lequel je suis souvent revenu, que reprend aussi Oukoué,
les émotions, en quelque sorte, vous voyez, sont importantes pour nous faire sentir que quelque chose ne colle pas, que ce que nous croyons connaître est faux, inadéquat, non pertinent. Donc, ne serait-ce que par ce biais, ils nous apprennent déjà beaucoup, n'est-ce pas? Parce que nous ne partons jamais de nulle part quand nous voulons essayer de connaître quelque chose. Nous partons le plus souvent avec un bagage énorme, comme nous l'avons vu à la fin du cours tout à l'heure, un bagage énorme de préjugés, de croyances toutes faites, etc., que nous avons un mal incroyable à remettre en cause. Quand nous avons un doute, parce que nous rencontrons le choc de l'expérience, vous voyez, nous avons un sentiment de malaise qui est tel que, hop, cela nous met sur la bonne voie. Vous voyez, c'est extrêmement, évidemment, important, surtout si vous avez une conception de la connaissance comme celle qui est la mienne, comme justement ce moment où vous devez passer par des soubresauts, où vos croyances sont mises en doute, vous cherchez ensuite à montrer de quelle manière vous allez les fixer, et donc à éviter cette espèce d'impression de malaise que vous avez à voir l'inadéquation entre ce que vous croyez et ce qui est. Bon. Mais évidemment, une fois encore, je ne sous-estime pas du tout la gravité de la question, qui est celle de savoir si, même si on admet que celui qui enquête est parfois motivé par des émotions, la motivation du chercheur, c'est bien quelque chose qui en soi existe, mais est-ce que c'est épistémiquement pertinent? C'est la question. Bon. Cela suppose en tout cas, vous voyez, que vous acceptiez d'étendre un peu la barrière entre contexte de justification et contexte de découverte. Et une manière de le faire, c'est naturellement de faire ce que proposent carrément les épistémologues des vertus, me semble-t-il, de dire que ce qui compte, au fond, ce n'est pas le résultat poursuivi, c'est la poursuite elle-même, non pas la connaissance et les croyances vraies justifiées, mais les activités épistémiques et les agents cognitifs. Je crois que c'est évidemment la manière la plus... l'une des voies, évidemment, les plus prometteuses, si vous voulez essayer de montrer quel sens, véritablement, donner à ce point. Bon. Si vous considérez que les croyances doivent être évaluées en relation avec les actions cognitives, leur évaluation va dépendre de l'identité, des propriétés des désirs, des buts, des mécanismes, des motivations, des vertus, etc. Donc, si vous mettez de plus en plus l'accent là-dessus, vous allez être obligé de dire qu'il y a peut-être bien des émotions motivantes, appropriées, qui interviennent à titre constitutif dans les croyances justifiées elles-mêmes. Bon, je crois que c'est quand même plus ou moins certaines idées que vous trouvez défendues, notamment chez quelqu'un comme Abrol Fairweather, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou encore, mais je me trompe peut-être, chez Israël Scheffler. Bon. Deuxième type d'émotion épistémique que je pourrais dire vertueuse, si vous voulez, c'est justement, ou de caractérisation qui peuvent nous montrer qu'elles relèvent du domaine des vertus. C'est, comme je le disais, les phénomènes de science et de pertinence. Bon, cette thèse a été notamment défendue par Ronald de Souza, pour qui les émotions sont des schèmes déterminés de science entre des objets d'attention, des lignes d'enquête, des stratégies inférentielles. C'est aussi une idée qui est chère à Jon Elster, comme vous le savez, et nos deux auteurs ont notamment appliqué cette idée à un problème bien connu en théorie de la décision. C'est-à-dire que dans le modèle standard de la théorie du choix rationnel, un agent idéal est quelqu'un qui va devoir affronter une véritable explosion combinatoire, puisque pour chacune des actions possibles, pour lui, à un moment donné, dont le nombre est illimité, il y a un nombre illimité de conséquences à prendre en compte. Donc, les agents réels qui, donc en temps réel, ne disposent pas ou ne disposent que de ressources limitées pour prendre
leurs décisions doivent bien limiter le nombre des actions et des conséquences à prendre en considération s'ils veulent tout simplement jamais parvenir à prendre une décision. Or, les méthodes standards de choix rationnel sont ici d'un faible secours pour accomplir précisément cette réduction nécessaire, puisqu'elles ne font que réintroduire le problème de combinatoire pour chaque conséquence de chaque action, lorsque l'agent doit décider s'il doit inclure cette action dans son raisonnement sur la décision qu'il n'est-ce pas, qu'il s'est décidé à prendre, etc. Donc, c'est là que, selon De Souza, mais aussi Elster, vous voyez, eh bien, en fonctionnant au fond comme des sources de science, n'est-ce pas, les émotions effectuent le nécessaire rétrécissement du nombre des actions et des conséquences, et donc vous aide évidemment dans toute une série de stratégies d'interaction sociale, en attirant par exemple l'attention sur les dangers possibles d'un comportement non coopératif, etc. Vous voyez, bon, il y a toute une littérature très importante sur ces points qui est très intéressante évidemment et qui montre à quel point on peut réinvestir les émotions, vous voyez, de façon épistémiquement intéressante. Donc, au fond, les émotions fonctionnent comme des spotlights, n'est-ce pas, qui mettent en lumière les propriétés de telle ou telle situation. Mais elles font plus que ça, elles constituent carrément, pensent certains même, un véritable cadre mental, un schème d'attention qui synchronise tous les sentiments, les attitudes, les actions, les circonstances à prendre en compte, n'est-ce pas, et qui font que, précisément, du même coup, vous êtes mieux à même d'évaluer, de pondérer les choses, vous voyez, hein, de faire preuve de discernement dans la décision que vous allez prendre. Bon. Mais là encore, ça suppose, vous voyez, un point sur lequel j'attirais tout à l'heure votre attention, que vous ayez des émotions, une conception, cette fois, beaucoup plus intégrative, n'est-ce pas? Bon. Bon, je voudrais faire observer au passage que, loin que la science ou d'ailleurs aussi la pertinence, n'est-ce pas, que j'évoquais tout à l'heure, auxquels les épistémologues classiques sont depuis longtemps sensibles, la science n'a rien à voir avec une forme d'immédiateté épistémique. Au contraire, cela peut exiger de votre part beaucoup d'efforts avant de repérer ce qui, dans la situation, vous voyez, est saillant et pertinent. C'est un point sur lequel insistent beaucoup les philosophes de l'esprit et les psychologues. Donc, par exemple, précisément parce que pour estimer, pour évaluer épistémiquement la situation, vous avez, même si cette évaluation n'est pas gouvernée par des règles, en tout cas par des règles que vous pouvez articuler, n'est-ce pas, il y a de fortes chances quand même que vous ayez à suivre des règles. Bon. Donc, souvenez-vous de la manière dont justement les épistémologues font intervenir le critère de la pertinence dans l'examen des alternatives possibles. Vous devez être capable de voir, précisément en faisant appel à vos capacités à faire la différence entre ce qui est éventuellement une hypothèse sceptique à prendre en considération, à la question de savoir si certaines alternatives sont pertinentes ou bien si vous devez, par exemple, ne pas tenir compte de ce qu'on appelle les formes extrêmes du scénario sceptique cartésien, sous la forme, vous savez, de l'expérience de pensée, des cerveaux dans une cube, etc. Vous vous rendez compte, pour faire le départ entre le type d'alternative qui sera pertinente dans un cas, et donc justifiera que vous mettiez véritablement l'accent sur les croyances sur lesquelles vous devez appliquer votre acribie sceptique, n'est-ce pas? Et les autres, il faut quand même qu'à un moment donné, vous soyez capable de faire jouer quelque chose dont on ne peut pas dire qu'il relève toujours de quelque chose qui, sans une part d'élaboration émotionnelle, n'est-ce pas, peut vraiment vous permettre d'arriver. Bon, ça veut dire aussi d'ailleurs que, en tout cas, vous devez être capable de faire confiance aussi, n'est-ce pas, aux capacités qui sont les vôtres d'évaluation des situations. Bon, ça suppose donc aussi, c'est vrai, que
nous fassions confiance. Nous fassions confiance, et peut-être que ça fait partie aussi d'une forme de vertu épistémique que de ne pas toujours se défier trop. Bon. Nous aurons peut-être l'occasion de revenir sur ce point. Je crois que c'est très très important justement dans la manière dont nous évaluons précisément nos croyances, celles qui sont éventuellement, qui méritent qu'on pousse plus loin le bouchon, si j'ose dire, ou celles qui méritent qu'à un certain moment on arrête parce que la pelle dérape et qu'il ne faut pas aller au-delà de certaines hinge propositions, n'est-ce pas, de certaines propositions charnières, n'est-ce pas, qui font que si nous allons au-delà en cherchant la justification, alors il y a quelque chose qui ne colle pas dans la manière même dont nous pensons, dont nous raisonnons. Vous voyez ? Bon. Donc c'est presque là le scepticisme, le sceptique, n'est-ce pas, qui fait preuve de vice épistémique s'il ne tient pas compte d'un certain nombre de choses, précisément, qu'on peut considérer, ce n'est pas seulement sa raison qui lui indique, mais d'autres choses. Bon. Accès épistémique aux faits et aux croyances, disais-je. Oui, bien parce que, bien sûr, les émotions, sans les émotions, nous ne pourrions pas avoir accès à certains faits qui seraient sans cela accessibles. C'est ce qui nous permet notamment, c'est ce qui permet à certains de dire qu'il y a même, vous voyez, certaines propriétés, dites donc dépendantes de la réponse qu'on leur donne, qui sont directement liées ou associées à des émotions. C'est le cas, par exemple, de ces propriétés comme être amusant, déprimant ou encore dégoûtant. En un mot, de ces propriétés dont la caractéristique est d'être des propriétés ou des qualités secondes, au sens où nous ne pouvons décider de la question de savoir si tel objet a la propriété en question que si nous faisons référence à la manière dont nous répondons, dont nous réagissons, vous voyez, à cet objet. Certaines des propriétés qui se prêtent elles-mêmes à une telle analyse en termes de dépendance de la réponse dépendent vraiment de différentes réponses émotionnelles. Il y a un sens où être dégoûtant pour quelque chose, c'est pour nous, du moins pour certains d'entre nous, y répondre en le trouvant dégoûtant. Il est éminemment plausible que dans les circonstances appropriées, les émotions puissent ainsi manifester de telles propriétés. Bon. Et qu'en ce sens, on ne puisse pas considérer que l'émotion joue bien son rôle de vertu. Je cite ici justement Roger Privet. Une émotion appropriée nous permet d'appréhender une caractérisation de l'objet ou de la situation. Cela n'implique pas que la croyance soit vraie. On peut imaginer des situations dans lesquelles une croyance fausse joue un rôle cognitif positif. Par exemple, je crois à tort que quelqu'un me déteste, et par l'émotion négative que j'ai à son égard, cela me permet de saisir des traits de sa personnalité que la croyance vraie qu'il a une réelle amitié pour moi m'empêcherait de reconnaître. L'émotion, dans ce cas, possède une valeur épistémique. Elle constitue une connaissance de son objet, au moins de certaines de ses propriétés. Mais pourtant, la croyance qui la constitue est fausse. Le caractère approprié d'une émotion tient donc au fait qu'elle constitue une façon de comprendre adaptée à certaines caractéristiques de son objet. Le problème est moins de savoir si la croyance constitutive de l'émotion est vraie que de savoir si l'émotion est rationnelle ou non. Une émotion est rationnelle si elle joue un rôle positif dans la compréhension de ce qui nous entoure et dans notre action. Fin de citation. Plus généralement, nous pourrions donc dire que les émotions nous permettent d'accéder aux faits, qu'elles ne sont pas de pure réaction à des stimuli, mais qu'elles sont toujours mêlées à des croyances qui peuvent se rattacher à de nombreux aspects d'une situation donnée. Elles sont donc sensibles, n'est-ce pas, à l'information, et c'est pourquoi elles renferment, au fond, peut-être des schèmes très complexes, aussi complexes, d'attitudes, de sentiments, d'attentes, des dispositions, vous voyez, étroitement corrélées avec toute une série de mises en réseau relatives à des caractéristiques inhérentes à des situations réelles, du reste possibles. Par exemple, les émotions peuvent nous renseigner jusqu'à un certain point sur la nature même des faits.
Vous pourrez par exemple évaluer la gravité d'un fait à l'émotion plus ou moins prévisible qu'il suscite. Bon, je dis tout de suite qu'à mon sens, cela ne permet pas de conclure que certains faits ne seraient épistémiquement accessibles que par le biais des émotions. Sans quoi il suffirait de dire, vous voyez, que quelqu'un qui trouve dégoûtant les huîtres, et qui, en ce sens, en effet, a au moins permis par son émotion de faire apparaître quelque chose dans l'objet qui répond à son dégoût, ou qui encore a permis de façon fiable, par la grimace qu'il a eue, de faire savoir qu'il éprouve bel et bien du dégoût, ce qui peut, si vous l'invitez à dîner, peut-être quand même un critère important à prendre en compte, ça ne suffit pas pour dire, me semble-t-il, qu'il a par là même fait apparaître une qualité objective, nous sommes bien d'accord, des huîtres elles-mêmes. En revanche, on peut à juste titre estimer que les émotions nous donnent un accès épistémique privilégié donc à nos attitudes propositionnelles, à nos différents engagements, peut-être même à nos croyances, s'il est possible tout du moins d'admettre qu'on a des croyances dont on n'est pas forcément toujours conscient de les avoir, peut-être même, est-ce là un point, vous voyez, particulièrement important, c'est-à-dire que les émotions servent au fond parfois de révélateurs de certaines de nos croyances. C'est un point justement qui était évoqué dans le passage de Roger Puivet que j'ai cité, c'est-à-dire que nous ne nous rendions pas compte que nous ne pouvions pas supporter cette personne, nous croyons, et puis tout à coup, nous mesurons à quel point, en fait, si, même dans la façon dont nous nous comportons à cet égard, nous nous comportons de façon biaisée, injuste, n'est-ce pas? Donc c'est très très important tout de même de s'en rendre compte, me semble-t-il, n'est-ce pas? Si nous voulons éviter toutes les situations d'injustice épistémique dont nous aurons l'occasion de reparler. Bon, et vous voyez, en même temps, ça suppose quand même aussi que nous soyons capables de déchiffrer nous-mêmes nos émotions, de les évaluer, de les connaître. C'est un sacré travail. Hein. Bon. Donc, justement, ça n'est pas facile, ça demande des efforts. Je voulais surtout faire passer cette idée, vous voyez, que l'idée selon laquelle les émotions nous donneraient une forme d'accès direct, immédiatement épistémique, ça n'est pas du tout vrai, n'est-ce pas ? Il y a tout un travail d'élaboration à faire aussi, justement, pour y avoir accès. Bien. Donc, et c'est d'ailleurs un point sur lequel Aristote a tiré l'attention dans la rhétorique, lorsqu'il analysait la colère comme, je cite, l'appétit accompagné de souffrance, de ce qui apparaît comme une vengeance à cause de ce qui apparaît comme un acte de dépréciation atteignant nous-mêmes ou nos proches quand cette dépréciation n'est pas justifiée. 1378 à 31-33, dans la traduction de Pierre Chiron, Garnier-Flammarion, page 264. Bon. Donc, quatrième caractérisation peut-être, c'est évidemment cette fois de dire que, et j'irai assez vite, que les émotions nous permettent donc de reprendre au fond les catégories habituelles que nous avons l'habitude d'utiliser pour évaluer telle ou telle situation, telle ou telle croyance. Par exemple, Quine, tout à l'heure, dont je parlais, évoquait la question du critère de simplicité, vous voyez, mais il y a aussi peut-être une émotion à laquelle nous sommes particulièrement attentifs, je crois, qui est le sentiment de cohérence ou d'incohérence, n'est-ce pas, que nous pouvons éprouver face à telle ou telle hypothèse, n'est-ce pas? C'est des choses qu'on sent, ça, n'est-ce pas? Donc il y a, et qui peuvent évidemment jouer un rôle très important dans la manière même dont nous allons procéder à nos évaluations épistémiques. Bon, alors enfin, je dirais qu'il y a quand même deux manières, si je pense, j'évoque maintenant le dernier point, l'efficacité épistémique. Il y a évidemment deux manières, là, je crois, de concevoir les choses. Si vous abordez cette question, n'est-ce pas, donc, à partir d'une approche en termes d'épistémologie des vertus. Les deux manières vont évidemment énormément défendre selon que vous allez avoir une approche plutôt fiabiliste ou que vous allez avoir une approche plutôt responsabiliste des vertus. C'est-à-dire que
je dirais que si vous avez une approche fiabiliste, vous allez être, je pense, plutôt tenté de dire que les émotions permettent d'effectuer plus facilement certaines tâches cognitives que ce ne serait le cas en leur absence. Vous pourrez aussi admettre que, au fond, elles ont une forme de valeur heuristique, sans pour autant prendre en considération que les émotions, au fond, soient constitutives elles-mêmes, je crois, de l'évaluation elle-même, au moins au sens où un responsabiliste va être tenté de le dire, pour la raison suivante. Je crois que c'est justement... Ah, je viens de retrouver la référence précise du texte de Roger Pouivet, auquel je faisais allusion tout de suite. Donc, c'est Vertus épistémiques, émotions cognitives et éducation, paru dans Éducation et didactique, volume 2, numéro 3, 2008, page 123-139, que vous trouvez d'ailleurs aussi en ligne. Bon. Donc vous voyez que la thèse forte, au fond, ici, consiste à dire qu'il y a des fonctions cognitives très importantes que nous ne pouvons pas du tout réussir à assurer de façon satisfaisante sans nous appuyer sur les émotions dont la qualité première réside dans cette efficacité épistémique. Alors je pense que si vous soutenez cela, en règle générale, on voit très bien le lien, cela vous conduit aussi à souligner que la vertu est quelque chose qui s'enseigne. Autrement dit, que si vous dites que les émotions sont ce qui rend possible la délibération rationnelle, parce qu'elles vous permettent, par exemple, de sélectionner l'information pertinente, que c'est aussi grâce à elles que vous parvenez à mettre un terme au doute sceptique, de voir pourquoi, à partir d'un certain stade, vous devez cesser d'exiger plus ample justification. Bref, que ce sont vraiment elles qui vous permettent de faire le départ entre réflexion superficielle d'un côté et réflexion excessive de l'autre, n'est-ce pas ? Vous devez à un moment donné considérer que la décision que vous allez prendre relativement à la question de savoir si vous pouvez poursuivre l'expérience telle que vous l'avez conçue, ou bien si vous devez en réviser la conception de fond en comble, est une réponse que vous faites en responsabilité, si j'ose dire. Vous voyez ? Bon. Donc il me semble que cela nous conduit, mais je pense que nous allons un petit peu en parler, parce que je voudrais que nous gardions un peu de temps tout de même pour la discussion, donc je vais essayer d'aller vite sur ce point. Mais il me semble que c'est là que, évidemment, nous sommes obligés de réfléchir au fond à ce que nous attendons d'un modèle de la connaissance qui essaierait d'évaluer comme il faut non seulement le rôle épistémique des émotions, mais le fait qu'on puisse véritablement les considérer comme des vertus épistémiques, au sens non seulement heuristique du terme, mais au sens où ce serait vraiment quelque chose de constitutif, vous voyez, de la connaissance elle-même. Il me semble qu'ici, nous devons être attentifs à plusieurs choses, et c'est par là donc que je conclurai. D'abord, nous devons nous demander s'il est aussi facile de renoncer à la distinction que nous devons faire, au moins jusqu'à preuve du contraire, me semble-t-il, entre ce qui relève du contexte de la découverte et ce qui relève du contexte de la justification. Mon avis convient sur ce point, en dépit de la tentation de plus en plus grande aujourd'hui de faire le contraire, de rester extrêmement circonspect. Il est certes légitime de soutenir que les émotions ne sont que l'un des aspects, important certes, mais sans pertinence épistémique réelle. Je dis donc il reste parfaitement légitime, je pense, de soutenir que les émotions ne sont que l'un des aspects, important certes, mais sans pertinence épistémique totale de ce qui a trait aux agents, aux processus, aux pratiques épistémiques. Elles nous permettent d'y voir plus clair en matière de formation, d'acquisition, de révision aussi de nos croyances, de mieux nous faire voir à quelles croyances nous parvenons, d'apprécier aussi le degré, soit exagéré, soit insuffisant de confiance que nous leur portons,
mais elle ne joue pas, à mon sens, vraiment un rôle dans l'établissement proprement épistémique de la vérité et de la justification de nos croyances. De même, nous ne pouvons pas raisonnablement répondre à la question de savoir si une croyance est bien une connaissance en faisant appel aux émotions, pas plus que la réponse sur ce point ne dépendra de la question de savoir si les émotions ont contribué au fait que nous en soyons venus à considérer telle ou telle croyance comme un bon candidat à la connaissance. Bref, les philosophes de la connaissance ont raison de considérer qu'ils sont principalement censés s'occuper de la question de ce qui vaut comme connaissance, et que ce n'est pas leur tâche prioritaire que de chercher à apprécier, par exemple, l'efficacité respective de tel ou tel processus de formation de croyance, ou les motivations qui seraient à même de favoriser ou à l'inverse d'entraver la recherche. Voilà, donc il me semble que les recommandations en faveur du respect de la distinction restent d'actualité. Deuxième point, comment à partir de là concevoir ce en quoi consiste la valeur épistémique des émotions? Bon, comme le font observer de façon tout à fait justifiée Broun et Quensler, on peut se demander si même à supposer que l'on accorde une valeur épistémique, n'est-ce pas, importante aux émotions, nous devons entendre cela de façon générale, ou bien, s'il n'y a pas lieu, tout d'abord, de bien s'assurer que tous les états mentaux que nous faisons entrer donc, dans la catégorie des émotions en relèvent bel et bien. Ils ne relèvent pas, par exemple, tout simplement, de la catégorie des perceptions ou des croyances. Ensuite, si la valeur épistémique des émotions ne s'attache pas de manière plus spécifique à certaines émotions plutôt qu'à d'autres, voire ne s'applique pas du tout à certaines. Certaines émotions, par exemple, se rattachent plus que d'autres à certains contextes spécifiquement épistémiques. C'est le cas de la surprise, n'est-ce pas, qui est paradigmatique de l'émotion cognitive, au sens où, comme le note Scheffler, les émotions cognitives présupposent quelque chose qui a trait à la nature des connaissances du sujet. C'est aussi le cas de la joie liée à la vérification ou la frustration liée à la falsification, n'est-ce pas, d'une hypothèse. Les Peirciens insistent beaucoup sur ce type d'émotion, vous voyez, qui repose sur des critères et des normes épistémiques que nous avons. La surprise nous oblige à sortir notre attitude paresseuse d'apathie épistémique, aussi bien celle qu'entraîne le scepticisme radical que la crédulité radicale nous font sortir de l'inertie du dogmatisme. Bon. Il y a donc bien, c'est vrai, dans la modestie épistémique, dans l'humilité intellectuelle, quelque chose qui relève de la vertu épistémique. Mais toute la question qu'on est en droit de se poser alors, c'est celle de savoir si les émotions sont vertueuses en ceci qu'elles sont des émotions, vous voyez, ou plutôt en cela qu'elles sont intrinsèquement, en l'occurrence, épistémiques. Bon. Donc je crois que Broun et Quensler ont tout à fait raison de se poser la question, parce que les discussions vont bon train aujourd'hui sur ce genre précisément d'émotions ou de sentiments épistémiques auxquels les philosophes et les psychologues prêtent vivement attention, comme le sentiment diffus de connaître, d'avoir quelque chose sur le bout de la langue, etc., dont on peut penser qu'il se déroule davantage au niveau métacognitif, à proprement parler, que cognitif. Mais s'agit-il vraiment d'une émotion ou finalement de quelque chose à quoi certains donnaient aussi le nom d'intuition ou de mentis inspectio clara et distincta? Bon. Troisième et dernier point, enfin, il me semble que nous devons toujours être attentifs au fait que si on aborde ces questions à partir d'une perspective comme celle de l'épistémologie des vertus, eh bien, il nous faut être en mesure de justifier le choix, alors, que nous allons faire, de concevoir prioritairement celle-ci, soit en termes responsabilistes, soit en termes fiabilistes. Alors je sais qu'il y a certains parmi vous dans la salle qui considèrent justement que l'épistémologie fiabiliste n'est pas une épistémologie des vertus. Mais c'est une des questions justement à laquelle nous nous attellerons dans le cours toute l'année. Je crois que ça ne va pas du tout de soi de tirer cette conclusion. En tout cas, la réponse à la question de savoir, vous voyez, en quoi consiste au juste la valeur épistémique des émotions, mais aussi celle de savoir en quel sens, au juste,
les émotions sont ou non des vertus épistémiques, voire ce que pensent certains, notamment les responsabilistes qui ont tendance à passer rapidement, peut-être trop rapidement selon moi, d'un sens à l'autre, des vertus morales. Bien, cette réponse sera, vous vous en doutez, selon les cas, sensiblement différente. Voilà, je vous remercie. Nous allons donc, je m'excuse d'avoir été un petit peu longue, nous allons donc maintenant essayer d'entamer un petit peu maintenant la discussion que j'ouvre donc.